BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Nous voilà de retour et merci d'être là. De quoi je me mêle, vous le savez, chaque week-end sur 01 TV et sur BFM Business à la radio et aussi à la télé le dimanche matin. On va maintenant revenir sur l'actualité très importante de ces derniers jours, c'est le CES. Vous savez, le Consumer Electronics Show qui débute en fait l'année avec son cortège d'innovation. Alors d'habitude, on est tous à Las Vegas, vous le savez, pour vous faire vivre ce grand rendez-vous mondial de la tech. Cette année, pandémie oblige, ce CES est virtuel, mais malgré tout, les industriels de l'image et du son ont annoncé pas mal de nouveautés et on va se faire un round-up des nouveautés télé de ce CES avec Dimitri Charitsis. Bonjour Dimitri. Bonjour. Et ravi de te retrouver dans De quoi je me mêle. Dimitri qui est journaliste à 01net.com, spécialisé entre autres dans le monde de l'image. Alors évidemment, tu as surveillé, scruté ces annonces du CES. À défaut d'être sur place. Et voilà, à défaut d'être sur place, c'est vrai que chaque année on y est. On était d'ailleurs l'année dernière. Pas mal de nouveautés, on va faire le point. Mais c'est vrai que historiquement, peut-être pour débuter, le CES de Las Vegas avec l'IFA, ce sont les deux grands rendez-vous de l'année où les constructeurs présentent leurs nouveautés télé. C'est ça, On a l'habitude de dire que c'est la grand-messe des nouvelles technologies. C'est encore plus vrai pour les télés parce que c'est vraiment l'un des deux moments majeurs de l'année. Et j'ai envie de dire, le moment le plus important, l'IFA, c'est le reste des annonces. Mais globalement, historiquement, les plus grosses annonces télé des 20 dernières années, elles ont lieu en janvier à Las Vegas. Le DVD, le premier écran plat, le premier plasma, le premier OLED. Incurvé, 4K, 8K. Tout ça, c'était au CES. Et c'est vrai que c'est une tradition pour les constructeurs de présenter leurs nouveautés. On avait un peu peur cette année avec ce virtuel. On s'est dit, ce salon virtuel, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, on n'a pas été déçus. On a pas mal d'innovations qui ont été présentées. On va faire le tour avec des choses qui font rêver, improbables, à des prix stratosphériques. Et puis des choses, on va dire, un petit peu plus abordables. Le mini LED, tiens, ça c'est quelque chose qui se généralise. C'est sans doute l'une des grosses évolutions en matière d'affichage sur la télévision. Alors, tu as raison de préciser que généralement, c'est un salon sur lequel on voit les futures technologies, des choses qui arriveront plusieurs années plus tard. Oui. Là, le mini LED, c'est quelque chose de très concret et qui arrive dès cette année et qui arrive chez presque tous les fabricants télé. Quand je dis presque tout, c'est en gros LG, Samsung, TCL, Hisense. Finalement, si on enlève Panasonic et Sony, on a presque tout le monde qui va faire du mini LED cette année. Alors, avec différentes façons de travailler, avec différents modèles, mais au final, une même nouvelle approche pour sublimer le LCD. C'est donc véritablement le retour en grâce de la technologie LCD qu'on croyait presque morte, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le mini LED et comment se différencie-t-il du QLED, de l'OLED, etc. Alors, déjà, pour commencer, ce n'est pas une techno d'affichage. C'est pas, à la différence de l'OLED, le mini LED n'est pas une technologie d'affichage, c'est une technologie d'éclairage. C'est un panneau, en fait, qui est constitué de diodes, mais à la différence des diodes qu'on utilise habituellement, elles sont beaucoup plus petites. Quand je dis beaucoup plus petites, c'est 40 fois plus petites. Et typiquement, aujourd'hui, sur un téléviseur assez classique, on a donc du coup des diodes qui éclairent à différents endroits. On en a quelques centaines, pas plus. Et au niveau, et on parle de zones de dimming pour les zones d'éclairage, on a au maximum 480 zones. Pour te donner un ordre d'idée, sur le mini LED, on va passer à des dizaines de milliers de diodes sur un panneau qui sera encore plus fin, qui pourra être collé encore plus proche de la dalle. Et typiquement, LG parle de 30 000 mini LED sur ses panneaux, sur son panneau haut de gamme, avec 2500 zones de dimming. Donc concrètement, ça va donner une image avec beaucoup plus de lumière, avec un plus fort contraste et a priori une image qui devrait être beaucoup plus qualitative, notamment sur des contenus qui sont assez compliqués, qui exigent énormément de luminosité, comme les contenus HDR qui sont, on va dire, la panacée aujourd'hui. On voit que cette technologie court après le Graal, l'OLED. Est-ce qu'on se rapproche de la perfection de ces noirs profondes, de ce contraste infini que procure l'OLED ? Alors, J'imagine que tu as déjà vu des télé mini LED. J'ai eu la chance d'en voir quelques-unes. Alors, après, c'était TCL en commercialise une depuis 1 an et demi. C'est étonnant parce que TCL était vraiment en avance oui, bien sûr. Sur cette techno. C'était le X10 chez eux qui en a eu quelques-uns en Europe, mais c'était essentiellement, ils commercialisaient 2 séries aux États-Unis, mais il y en a à peine quelques-uns qui ont voyagé à travers l'Europe. On a eu
l'occasion de jouer avec l'un d'eux. Alors, pas réellement de faire des tests, c'était dans des conditions assez compliquées, mais déjà, à l'œil, on voit une différence. Alors après, comparé directement avec le LED, on va avoir quand même des points différenciants, comme on en a aujourd'hui avec le LCD et le LED. La différence, c'est juste que le gap, en fait, va se réduire. Les noirs ne seront pas aussi profonds que sur le LED, mais le contraste, en gros, la différence de contraste, elle va diminuer. On aura un contraste bien meilleur. Et à côté de ça, le LCD va garder ses qualités premières. Donc, il y avait déjà match avant, il y aura encore plus match par la suite. Et vraiment, alors je sais qu'il y a beaucoup de ventes de télé en ce moment, mais je pense réellement que ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Ah, ça c'est important ce que tu nous dis. Justement, le mini LED risque tellement de changer la donne. Oui. Que ça risque vraiment, qu'il faut vraiment, à mon sens, attendre quelques mois. Les premiers modèles arrivent en mars. Globalement, le gros des annonces va arriver cet été. Mais je pense que si vous envisagez l'achat d'un nouveau téléviseur, il vaut mieux attendre de voir ce que va donner le mini LED parce que vraiment, ça risque de changer beaucoup de choses. Est-ce que ça va être beaucoup plus cher ? Alors là, ça va être assez difficile à dire. Pour le moment, on n'a qu'un seul prix et il est chez Hisense. Alors voilà, c'est donc constructeur chinois, très peu présent en France, mais qui essaie malgré tout de creuser son sillon. On avait reçu le directeur marketing d'Hisense il y a quelques semaines de ça, juste avant les fêtes. Alors oui, tu l'as dit. Alors un constructeur aussi qui attaque par l'entrée de gamme, très souvent par l'entrée de gamme, qui s'en est très bien sorti cette année avec une série QLED très respectable et qui donc du coup a lancé un seul modèle, une seule diagonale, 75 pouces, donc c'est à prendre en compte sur le prix, et elle est à 4 990 €. Alors c'est du 75 pouces, ça fait quasiment 2 mètres de diagonale. Il faut voir ce que les autres... Combien ça coûte une télé comme ça, LCD, un 75 pouces, ça coûte quoi, 1 000 €? C'est ça ? Alors les bas de gamme, oui, c'est autour de 1 200, 1 400 €, mais il faudra voir ce que propose LG, Sony. Les prix vont arriver normalement fin février, début mars. Samsung aussi, mis sur cette technologie ou pas ? Oui. Donc on va avoir du mini LED, QLED ? Ou est-ce que les deux technologies sont différenciées ? Non, alors chez Samsung, on va avoir la gamme QLED, Neo QLED, à ne pas confondre avec la gamme QNED chez LG. Ça va être compliqué cette année. QNED, OLED, QLED. Pour les vendeurs en magasin, pour les acheteurs aussi, ça va être assez compliqué. Tout le monde joue un petit peu sur ces petites ambiguïtés. Au final, gardez en tête que chez Samsung, ça sera Neo QLED. Et donc, du coup, toute la gamme Neo QLED, elle est mini LED, en QLED. Voilà. D'accord. Et chez LG, on garde. Alors, LG va garder son ancien LCD, le NanoCell classique, et va ensuite proposer une nouvelle gamme qui sera cette fois-ci la gamme QNED. Et avec toujours l'OLED chez LG. Le LED est toujours présent, alors LG est chez les autres. Et le LED, c'est un petit peu la techno qui a peu évolué ces dernières années. On l'a déjà dit plusieurs fois sur 01 Hebdo. Et encore une fois, ce CES la met un petit peu en retrait. Alors, encore une fois, il faudra juger sur pièce avec les tests qui vont arriver. Mais globalement, on a une nouvelle génération de dalles. Et la différence majeure, là aussi, elle se situe au niveau de la luminosité et de la gestion de la chaleur globalement. On a c'est LG Display qui évidemment arrose le marché. Toutes les dalles, que ce soit chez Sony, Panasonic et TCL, typiquement, elles viennent de chez LG. Et là, c'est vraiment... Alors, la nouveauté, évidemment, ça va être la luminosité, une meilleure luminosité grâce, a priori, à un petit filtre en aluminium qui est placé derrière la dalle et qui permet de mieux gérer les pertes de chaleur et donc, du coup, d'intensifier la lumière. D'accord. Mais l'OLED reste toujours, on va dire, le Graal en termes de qualité d'image pour les puristes de l'image ou pas ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, sauf si on a beaucoup d'argent. Car si on a beaucoup d'argent... Alors attention, voilà. Là, il faut sortir la carte Gold, voire la Platinum, Dimitri. Voir les deux en même temps. Ou les deux en même temps. Et parce qu'il y a une nouvelle technologie, alors encore une autre, mais plutôt intéressante. Cette fois-ci, elle est du côté de Samsung. Ah ouais. On l'a et déjà ça fait vu. quelques années qu'on la voit. Et vous savez quoi ? On a la langue qui pend quand on voit ce truc-là. Alors, on l'a vu. Si vous suivez un petit peu l'actualité tech et que vous avez entendu parler de The Wall, l'énorme écran, quand je dis énorme, c'est un mur d'écran que Samsung met en avant sur plusieurs salons, à l'IFA, au CES. Et cette technologie micro-LED, cette fois-ci, de The Wall, elle arrive enfin en magasin. Alors, c'est plus du mini LED.
c'est là où, parce que c'était trop Voilà. simple, hein, depuis le début, on rajoute encore une petite subtilité, on passe au micro-LED. On passe au micro-LED et là, on va davantage. Donc se c'est encore plus petit, c'est ça? Oui, c'est encore plus petit, mais là, ce sont des LED auto-émissives comme sur l'OLED, D'accord. qui à la différence de C'est l'OLED. de tout petits points qui émettent de la lumière, en fait. Tout petit, Voilà, tout petit. exactement, et qui émettent aussi leur propre lumière et leur propre couleur. Alors que le mini LED, c'est Non. toujours un panneau avec des petites lumières qui allument ce panneau. C'est un panneau, c'est un panneau de diodes lumineuses Oui. qui éclaire une dalle. D'accord, juste c'est ça. Et donc le micro LED, lui se rapproche donc de l'OLED avec un avantage sur le LED, c'est qu'il ne marque pas et qu'il se dégrade moins vite dans le temps. Même si ça, c'est discutable, hein, parce que franchement, moi, Sur le marquage, moi, je sais pas, j'ai un OLED depuis plusieurs années, il n'a pas marqué. Alors peut-être que parce que je fais Ça dépend- un ça petit peu dépend plus des attention que les autres, mais certainement, et ça dépend des usages. C'est certains types de contenus et Oui, c'est certains ça. types d'utilisation. notamment les logos, les choses comme ça. Si on reste tout le temps sur la même chaîne avec le logo, au bout d'un moment, ça Ou peut si s'incruster. on joue au même jeu vidéo en permanence. C'est ça. Voilà, c'est certains usages. Ça n'aime pas les images fixes, en fait, ou les Exactement. logos, les trucs fixes. C'est exactement ça, tu viens de le résumer. Et ça n'aura pas lieu sur le micro-LED. A priori, D'accord. cette techno-là, on est préservé. Alors, il y a une raison, hein, c'est évidemment une techno de pointe qui arrive seulement en 2 tailles. Alors, je parlais d'argent, mais il faut aussi avoir le salon qui l'accueille. C'est 99 et 110 pouces. Oui, Voilà, c'est pas mal. Donc, bon, si vous avez la c'est place, un peu ce que tu as derrière toi, là, en fait, avec l'écran, le grand écran, là, c'est ça. Ça fait quasiment 3 mètres, 110 pouces. Donc, C'est pas mal du incroyable. tout. C'est le Et, cinéma, là. C'est le cinéma à la maison. C'est Hein. clairement le cinéma à la maison. La différence avec The Wall qu'on a vu, The Wall, la promesse de Samsung, c'était qu'on pouvait. Elle était modulable. Cette technologie Tout est à fait. modulable. Donc On pouvait rajouter des panneaux et Exactement. faire sa télé un peu à la taille qu'on voulait. Voilà, exactement. Bon, tu te doutes bien qu'au début, pour un lancement d'une nouvelle technologie, on va partir sur quelque chose, on va dire, de plus simple De plus simple à utiliser. comprendre. Et donc ouais. voilà, ça sera des téléviseurs, on va dire, classiques. Alors, petit truc rigolo, c'est qu'ils seront quand même pliés en 2 dans le carton, parce qu'un carton de 3 mètres, c'est pas évident à C'est pas transporter. possible. Mais quand même, tu recevras ta télé pliée en 2. Et donc plutôt après, tu la sympathique. déplies. Exactement. Et comme elle se Comme déplie. une feuille A4. Voilà. Et comme il n'y a pas de césure entre les panneaux, en fait, on ne verra pas, on ne voit pas du tout. Non. En fait, la coupure. Elle est invisible à l'œil nu. D'accord. Et donc, après, tu profiteras de ta magnifique télé. Et là, c'est de la 4K, de la 8K. On est en quelle résolution là On est en pour 8K. On est en 8K. Et on a tout le bénéfice d'une vraie télé, c'est-à-dire qu'il y a un module connecté, on peut. C'est un véritable téléviseur Ouais, avec une qualité d'image nettement C'est épais supérieure. Pas du tout. C'est l'autre avantage. C'est parce que comme le LED, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs couches, plusieurs panneaux. D'accord. Et donc, du coup, c'est ultra fin. Donc, en fait, c'est un mur, quoi. C'est un mur d'image. Ça peut s'intégrer à un mur. Et d'ailleurs, dans les stands des salons, elle est souvent intégrée dans un mur. Il n'y a rien qui dépasse et ça la rend plutôt jolie. C'est peut-être le futur de la télé, ça, non? Alors aujourd'hui, tu nous as pas donné le prix, mais tu vas nous le donner. On va se mettre en PLS tous. Mais ça coûte combien? On l'estime, parce qu'évidemment le prix n'est pas encore officiel, on estime à 1 000 € le pouce, un peu plus de 1 000 € le pouce. Donc globalement c'est 100 000 € au minimum et ça sera entre 120 et 130 000 € a priori pour le modèle 110 pouces. Ah ouais, quand même. Oui, c'est pas pour tout de suite. D'accord. Mais on peut quand même souligner que ça fait plusieurs années, ça doit faire 3 ans qu'on la voit au CES et qu'on dit aux gens de chez Samsung, c'est bien, hein, c'est très sympa, de la démonstration technologique. bien sûr. Ça, évidemment, ça en met plein les yeux. Mais à quand dans un salon? Alors, ça sera d'abord dans le salon de Neymar, mais Oui, peut-être bien un sûr. jour dans le nôtre. C'est-à-dire que la grosse nouveauté de cette année, c'est que si j'ai 100 000 €, je peux m'acheter ça. Oui. Et je serai livré et je pourrai me l'installer. Oui, En gros, c'est ça. exactement. Voilà, et on peut imaginer, quand on voit la dégringolade de certains produits, on peut imaginer peut-être que dans 5 ans, ça coûte, je sais pas moi, 10 000 €. Alors, c'est une somme énormissime, mais on passerait peut-être de 100 à 10. Hein. Après, Alors, c'est le process d'industrialisation, etc. bien sûr. Et puis des tailles peut-être plus petites, parce que là, 100 pouces, ça fait oui, beaucoup, voilà. quand même. Là, c'est des produits d'exception. Bien donc, sûr. Et puis en plus, Samsung se devait de marquer le Oui, coup. oui, bien sûr. C'est ceux qui portent vraiment cette technologie. Donc, c'est évidemment, ils ne vont pas en vendre des pelletés. Hein. Alors, on a parlé d'OLED, on a parlé de mini-LED, on a parlé de micro-LED, de QNED, de QLED, de néo-QLED. C'est bon, je crois que j'ai rien oublié. À peu près. Est-ce qu'il y a des nouveautés en termes de connectivité
connectivité pour ces télés? Est-ce qu'il y a on va dire des associations, des accords entre constructeurs et des Google, des choses comme ça nouvelles? Est-ce que ça bouge à ce niveau-là? Alors, on va différencier les interfaces et donc les OS de la connectique. On va parler de connectique très simplement parce que c'est assez facile à résumer. HDMI 2.1. On en parle depuis l'an dernier parce que c'était la promesse des nouvelles consoles, la PS5 et la Xbox Series X. Le jeu à 4K 120 FPS. Donc l'année dernière, il y avait très peu de modèles. Il y avait LG qui avait fait un effort de plus que les autres pour proposer du coup un port HDMI 2.1 sur ces OLED typiquement. Aujourd'hui, ces sorties-là, elles sont présentes partout et en nombre. On parle entre 2 et 3 sorties HDMI 2.1 chez Sony, 4 chez LG, chez Panasonic aussi. On était un petit peu en retard là-dessus avec le JZ2000. On revient dans la course, en tout cas sur le jeu vidéo et sur ce genre de contenu. Ils n'avaient pas trop le choix de toute façon. On ne peut pas sortir une télé au CES sans HDMI 2.1. Alors, là, 2 bémols, un du côté de Sony et l'autre du côté d'iSense, on en parlait tout à l'heure. iSense, alors, d'après mes informations, il ne devrait pas être en HDMI 2.1, en tout cas pas complètement. On pourra monter jusqu'à 60 FPS, mais pas 120. C'est-à-dire que c'est pas normé vraiment, une 2.1, il peut avoir plusieurs HDMI 2.1. Exactement. Alors, il y a on va revenir aussi dans le cas de Sony, il y a le HDMI 2.1 et ensuite il y a ce qu'il permet de faire. Et donc du coup, dans le jeu vidéo, on a la VRR et le ALLN. Typiquement, chez Sony, le bémol, c'est que le VRR, c'est pas possible en 120 FPS. Et c'est absolument incompréhensible de la part d'un constructeur aussi... Qui en plus mise sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo, qui est à la pointe à chaque fois, et qui aujourd'hui, justement, joue sur ces ambiguïtés-là en disant que les accords ne sont pas complets. Est-ce qu'on peut imaginer une mise à jour ou est-ce que c'est vraiment du hardware là, pour le coup, ce sera du hardware. Donc, à mon avis, ça sera pas. Voilà, c'est pour cette année, ça sera pas possible. Le conseil que tu nous donnais tout à l'heure, on peut le compléter. Si je dois changer une télé en 2021, plutôt se tourner vers le mini LED si on a les moyens, et vérifier qu'on a bien du HDMI 2.1. Et après, vérifier aussi comment on va l'utiliser. Si on a une console, aller davantage, si on a une console nouvelle next-gen, autant aller davantage vers les constructeurs qui l'assument pleinement, ce HDMI 2.1. En termes de connectivité, donc oui, c'est ce qu'on évoquait. Il y a juste iSense, a priori, ils ne seront pas en HDMI 2.1. Ça peut encore changer d'ici la sortie, mais les premiers modèles... Toutes ces télés qui ont été annoncées en janvier sortiront en mars-avril, c'est ça? Ça commence, c'est progressif, ça commence en mars-avril et ça sera progressivement jusqu'à l'été. D'accord. Et après, on parlait d'interface. Là, il y a beaucoup de nouveautés. On a déjà une grosse nouveauté chez Sony et chez TCL, pour citer ces deux-là, qui étaient sur Android TV. Là, on dit au revoir à Android TV et on passe sur Google TV. Alors, c'est la même chose. Avec un nouveau nom, c'est la même chose, c'est la même boîte derrière, c'est Google. Et l'interface, en revanche, elle change énormément, avec beaucoup plus de contenu personnalisé, avec ce qu'on appelait avant la curation sur Netflix, mais qui arrive ici à grande échelle, avec un classement par genre, par affinité, et qui va essayer de répondre davantage au goût de chaque utilisateur. Un peu comme fait l'Apple TV, finalement. Exactement. C'est ça, hein. Ça y ressemble plutôt pas mal, d'ailleurs. Et donc ça, c'est la grosse nouveauté côté Sony. Est-ce que ça va être mis à jour sur les anciens modèles Android TV ou pas? Alors ça, c'est une très bonne question et la réponse, on l'attend dans les prochains jours. D'accord. Mais c'est possible. Android est davantage enclin à ce genre de manœuvre que WebOS, dont on va parler tout de suite. LG. Et WebOS, c'est un super système, mais vraiment très agréable à utiliser quand on a le coup. Avec la gestuelle de la télécommande, exactement, etc. Qui évolue encore et c'est plutôt chouette, avec en plus une nouvelle télécommande qui permet d'en tirer encore plus parti. Là aussi, il y a de la contextualisation, il y a des recommandations qui sont hyper intéressantes. Mais là, le problème, c'est qu'a priori, il n'y aura pas de rétrocompatibilité. Et donc, du coup, le WebOS 6.0 qu'on vient de découvrir, il ne sera réservé qu'aux téléviseurs à partir de 2021. Et ça, c'est plutôt dommage. Très bien. L'arrivée, par exemple, de Disney+, qui se généralise sur les télés aussi. Ça, c'est chez tout le monde, sauf
un constructeur fait de la résistance et c'est vraiment son point faible, c'est Panasonic. Oui. C'est absolument dommage parce que d'un point de vue qualité d'image, Panasonic offre sans doute les téléviseurs les mieux calibrés en sortie de carton, mais alors au niveau de l'interface, My Home Screen, c'est désastreux. Firefox TV, là. En gros, c'est ce qui son nom fait, c'est My Home Screen, et ça commence à... C'est une interface d'un autre âge. Hein. Voilà, ça commence à piquer un petit peu. Alors quand tu poses la question à Panasonic, ils disent oui, vous avez qu'à acheter une clé Google, mais bon, à ce moment-là... Oui, voilà, leur téléviseur va coûter quand même un peu plus de 2 000 € dans sa plus petite diagonale. On peut se permettre d'avoir une interface digne de ce nom à ce prix-là. Et alors, l'autre point sur lequel tous se rejoignent, c'est le jeu vidéo. Alors, on parlait de HDMI 2.1. Oui. Il y a, pour moi, l'une des annonces les plus sympathiques de ce CES. Après, je suis joueur. Les joueurs, ça va les intéresser forcément. C'est les gaming modes, les modes jeu sur certains téléviseurs. Je vais surtout parler de LG et de Samsung qui ont fait des efforts vraiment considérables et qui ont vraiment écouté les joueurs. Ça se voit. On a aujourd'hui des modes jeu chez les deux, qui permettent de changer les réglages à la volée en fonction de profil de jeu. C'est-à-dire, je joue à un RPG, je vais choisir certains réglages. Je joue à du FPS, à FPS, d'autres réglages. Je vais pouvoir activer ou non le VRR. Je vais, c'est vraiment un vrai menu. D'accord, donc il y a déjà des présélections, en fait, c'est ça ? Il y a des présélections, mais on peut ensuite aller soi-même régler l'image. Samsung a même été encore plus loin. On peut changer le ratio de l'image du jeu. On peut la positionner différemment au niveau de l'image, de l'écran, si on veut l'avoir un peu plus haut sur sa télé ou au milieu de la télé ou plus bas. Enfin, voilà, ça a vraiment évolué de ce côté-là et c'est super intéressant. C'est bien parce que pour le coup, on sent pour le coup qu'ils ont écouté les joueurs. Donc ça, c'est les deux. C'est quoi ? Donc il y a Samsung et LG qui est un peu... Alors, tu cites pas Sony, c'est quand même dingue. Alors Sony, cette année, Sony, on va leur reprocher l'absence sur le mini LED. Quand même. Oui, bien sûr. Alors on va leur reprocher l'absence sur le mini LED, qui va être à mon avis assez critique. Mais Sony a proposé autre chose. Alors c'est toujours pareil. Sony a tardé à venir sur le LED. On allait sur leur stand tous les ans au CES en leur disant toujours pas. Et un jour, c'est arrivé. Le mini LED viendra sans doute. Sans doute. Avec l'excellence Sony et leur traitement vidéo. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sony va davantage miser sur son savoir-faire et ils ont proposé quelque chose qu'ils sont les seuls à annoncer cette année. C'est l'intelligence cognitive. Alors là aussi, on va parler d'abord marketing et on attendra de juger sur pièce pour savoir ce que ça veut dire exactement. Sony lance un tout nouveau processeur, qui s'appelle le Cognitive Processor XR, change le nom de presque toutes ces technologies en XR, on le voit à l'écran, et donc du coup la gamme va devenir la gamme Bravia XR. Et concrètement, l'intelligence cognitive, comment ça marche chez Sony ? C'est leur nouveau processeur serait, je dis bien serait parce que j'attends évidemment de le voir, on l'a pas vu, serait capable d'analyser toutes les images, scène par scène, et la différence avec ce que font les autres processeurs, c'est que celui-ci serait capable de déterminer le point focal, c'est-à-dire l'endroit où notre œil va se poser en premier. Quand on regarde une image, il y a nécessairement un endroit qu'on regarde en premier. On se focalise, oui. Exactement. Et donc ce processeur-là, grâce à une base de données de millions évidemment d'images, sait ce qu'on regarde en premier sur chaque image et est capable de le modifier en temps réel. Et optimisera cette image. Voilà, en fait, quand on va voir un visage, peut-être qu'on va regarder d'abord les yeux de la personne, et en fait la zone autour de l'œil va être optimisée au maximum et ça va a priori améliorer le rendu global. Alors là encore, c'est très théorique même pour moi. Oui, c'est du marketing. En plus, on se dit. C'est du marketing, mais peut-être que concrètement, ça va être bluffant. J'en sais rien. Très honnêtement, j'attends. On peut faire confiance en Sony, malgré tout. C'est vrai qu'en général, ils nous ont rarement déçus. Surtout d'un point de vue processeur, c'est quand même très très fort sur les processeurs. S'ils annoncent une nouvelle technologie, c'est généralement très quali. Dimitri, généralisation de la 8K ou pas ? Pas tant que ça. Chez Sony, c'est un seul modèle. C'est toujours le même qui évolue. Donc encore timide, cette 8K. On voit que Samsung avait poussé la 8K il y a 2-3 ans. Alors, Samsung continue avec la moitié de sa nouvelle gamme qui est en 8K et l'autre moitié en 4K. Alors oui, c'est encore timide, mais on se le dit à chaque fois qu'on se parle, toujours pas de contenu. Et tant qu'il n'y aura pas de contenu, ça va être compliqué. Alors, il y aura des nouveaux modèles, mais ça va être compliqué de faire adhérer les consommateurs. C'est vrai. Un mot sur LG, parce qu'on n'a pas parlé de leur télé enroulable. On évoquait vraiment l'innovation à la télé du futur, peut-être avec l'innovation de chez Samsung. LG, donc, officialise
sa télévision déroulable, enroulable en quelque sorte, Exactement. avec ce meuble qui laisse apparaître une télévision quand on appuie sur un bouton de sa télécommande. Ça sort là cette année, ça y est. Hein. Alors, il était temps. Hein. il nous l'avait promis pour la fin de l'année dernière. Ouais. Bon, le Covid les excusera. Oui. Et donc, elle arrive cette année. Alors, pareil, hein, on parlait tout à l'heure de plus de 100 000 euros. Celle-ci est à 75 000 euros à peu près. C'est ça. Donc, bon. Elle est plus petite. Hein. Elle est Je crois que c'est du 65 pouces. Oui, pour mais elle est 74 aussi 000 plus euros. discrète. Oui. Voilà. C'est vrai, elle est plus discrète. C'est son avantage à elle. Ça fait plusieurs années qu'on la voit. C'est plutôt, c'est toujours aussi bluffant. Est-ce que c'est l'avenir de la télé? En tout cas, chez LG, c'est une technologie qui va être poussée, c'est certain. Et mais c'est bluffant. Enfin, Voilà, bon. c'est intéressant dans 74 000 euros, les amis. Donc voilà, ça fait partie ça fait partie un peu du CES. Hein, c'est le rêve. C'est le rêve, c'est se projeter sur l'avenir. Voilà, sachant que bon, voilà. Eux ont continué. Après, tu as Samsung, typiquement, qui est parti un peu plus sur un angle écolo cette année. Oui. C'est aussi intéressant. Oui. Avec justement une des nouvelles télécommandes à énergie solaire, qui du coup n'a plus la fameuse pile AAA, voilà, ce qui est plutôt donc pas la mal. lumière du jour, mais même la lumière de la maison permet de recharger la télécommande. Il y a évidemment une petite batterie qui se recharge avec un port USB classique, mais normalement, en théorie, on n'a plus besoin la lumière naturelle devrait suffire à la recharger correctement. Et c'est plutôt pas mal parce que après, là aussi, c'est du marketing, mais Samsung estime qu'on va économiser quelque chose comme 90 millions de piles sur les 7 prochaines années, donc c'est plutôt pas mal. Et quand on sait que la pile est quand même un truc assez difficilement recyclable, très polluant, c'est plutôt positif. Donc c'est plutôt pas mal. Merci Dimitri, passionnant. Voilà. Écoutez, même si ce CES est un peu light, même si il ne nous emmène pas à Las Vegas, même s'il est virtuel, les constructeurs nous font toujours rêver. Et ça, c'est l'essentiel. En espérant se retrouver quand même l'année prochaine en présentiel, en physique à Las Vegas. Hein. Merci beaucoup Dimitri. C'est moi. Dimitri Charitsis, donc journaliste à 01net.com. Et bien sûr, on vous invite sur 01net avec des articles, toutes les nouveautés et toutes les marques présentes. Bien entendu. Ce de quoi je me mêle est terminé. On sera là la semaine prochaine. Merci de nous suivre à la fois sur 01 TV, la chaîne, sur YouTube, sur 01nettv.com et sur BFM Business. Et rendez-vous donc vendredi prochain. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.